Chapitre 5. La lettre d'Avis. Savez-vous, Austin, dit Villiers, comme les deux amis se promenaient lentement le long de Piccadilly par un beau matin de mai, savez-vous qu'à mon idée, votre récit au sujet de Paul Street et des Herbert est un simple épisode dans toute une histoire. Je puis aussi bien vous le confesser, lorsque je vous interrogeais il y a quelques mois sur Herbert, je venais de le voir. Vous l'aviez vu? Où? Il mendiait après moi dans la rue une nuit, et dans le plus piteux état, mais je reconnus l'homme, et je l'amenai à me raconter son histoire, ou plutôt à me l'esquisser. La voici, en un mot, sa femme l'avait ruiné. De quelle manière? Il ne voulut pas le dire, assurant seulement que sa femme avait détruit son corps et son âme. L'homme est mort maintenant. Et qu'est devenue sa femme? Ah, c'est ce que je voudrais savoir, et j'espère la retrouver tôt ou tard. Je connais quelqu'un, un nommé Clark, un homme aride, un homme d'affaires à vrai dire, mais malin assez. Vous comprenez ce que je veux dire, non pas malin au sens affaire, mais un homme qui a une réelle connaissance de l'homme et de la vie. Donc je lui ai exposé le cas, et il en a été manifestement frappé. Il m'a dit que cela demandait considération et de repasser dans une semaine. Quelques jours après, j'ai reçu de lui cette extraordinaire lettre. Austin prit l'enveloppe, déplia la lettre et lut avec curiosité ce qui suit. Mon cher Villiers, j'ai réfléchi à l'affaire dont vous m'avez entretenu l'autre nuit, et mon avis est celui-ci. Jetez le portrait au feu, chassez l'histoire de votre mémoire, ne lui accordez jamais une autre pensée, Villiers, ou vous vous en repentirez. Vous allez supposer sans nul doute que je suis en possession de quelque information secrète, et jusqu'à un certain point cela est vrai. Mais je ne sais que peu de choses. Je suis comme un voyageur qui s'est penché sur un abîme et a reculé terrifié. Ce que je sais est assez étrange et assez horrible. Mais, par-delà ma connaissance, il y a des profondeurs et des horreurs plus horribles encore, plus incroyables que tous les contes qu'on dit l'hiver au coin du feu. J'ai résolu, et rien n'ébranlera cette résolution, de ne pas chercher à en savoir un iota de plus, et si vous tenez à votre bonheur, vous ferez de même. En tout cas, venez me voir, mais nous causerons de choses plus gaies. Austin replia la lettre méthodiquement et la rendit à Villiers. C'est certainement une extraordinaire lettre, dit-il. Que veut-il dire avec ce portrait? Ah, j'avais oublié de vous dire que j'avais été à Paul Street et que j'avais fait une découverte. Villiers conta son histoire telle qu'il l'avait contée à Clark, et Austin l'écouta en silence. Il paraissait troublé. C'est curieux, cette sensation désagréable que vous avez éprouvée dans la chambre, dit-il enfin. J'ai peine à conclure que ce n'était qu'imagination. Un sentiment de répulsion, dites-vous. Oui, et plutôt physique que moral. C'était comme si j'avais avalé à chaque inhalation quelque fumée mortelle qui semblait pénétrer tout mon corps et les nerfs et les os et les muscles. Je souffrais depuis les pieds jusqu'à la tête, mes yeux s'obscurcissaient, il me semblait entrer dans la mort. Oui, oui, c'est étrange en vérité. Vous le voyez, votre ami confesse qu'il y a des choses très sombres dans le passé de cette femme. Avez-vous remarqué quelque émotion quand vous lui avez raconté votre histoire? Oui, il fut pris de faiblesse, et il assura ensuite que c'étaient des attaques passagères auxquelles il était sujet. Vous l'avez cru? Je l'ai cru sur le moment, mais je ne le crois plus. Il avait écouté ce que j'avais à dire avec pas mal d'indifférence, jusqu'au moment où je lui montrai le portrait. C'est alors qu'il fut pris de cette faiblesse. Il avait l'air d'un spectre, je vous assure. Alors c'est qu'il avait vu la femme auparavant. Mais il y a une autre explication possible. C'est peut-être le nom qui lui était familier, et non pas la figure. Qu'en pensez-vous? Je ne sais qu'en dire.
À ce qu'il me semble, c'est après avoir retourné le portrait dans ses mains qu'il a été près de tomber de sa chaise. Vous savez que c'est au revers qu'était écrit le nom. Justement, après tout, il est difficile de conclure quoi que ce soit dans une affaire comme celle-ci. Je déteste les mélodrames, et rien ne me paraît aussi banal et aussi ennuyeux que les spectres de commerce. Mais vraiment, Villiers, il semble qu'il y a au fond de tout ceci quelque chose de plus. Les deux hommes, sans y prendre garde, avaient tourné dans Ashley Street, vers le nord de Piccadilly, une longue et triste rue. Mais çà et là, un goût plus joyeux avait orné quelques sombres maisons de fleurs et de clairs rideaux, ou égayé une porte de fraîche peinture. Villiers leva la tête. Austin s'était arrêté en parlant et regarda une de ces façades. Des géraniums blancs et rouges débordaient de chaque fenêtre, où pendaient aussi des rideaux couleur de narcisse. « C'est de joyeux aspects, n'est-ce pas ?» dit-il. « Oui, et l'intérieur est plus joyeux encore. Une des plus agréables maisons de la Season, paraît-il. Je n'y ai pas été moi-même, mais plusieurs de mes amis l'ont fait et disent que c'est particulièrement plaisant. » « Qui donc y demeure ?»« Madame Beaumont. »« Et qui est-ce ?»« Je ne saurais vous dire. On m'a raconté qu'elle venait du Sud-Amérique, mais après tout, qui elle est, cela est sans conséquence. C'est une femme très riche, il n'y a pas de doute à cela, et plusieurs personnes des plus hauts placés l'ont adoptée. J'ai entendu dire qu'elle a un Bordeaux de premier ordre, une merveille de vin qui a dû coûter des sommes fabuleuses. Lord Argentine, qui y était dimanche soir, m'en a parlé. Il assure n'avoir jamais rien goûté de pareil, et Argentine, vous le savez, y est expert. En passant, cela me remet à l'esprit que cette Madame Beaumont doit être une singulière femme. Argentine lui demandait l'âge de son vin, et que pensez-vous qu'elle ait répondu ? Dans les 1000 ans, je pense. Lord Argentine crut qu'elle plaisantait et se mit à rire. Mais elle l'assura qu'elle parlait très sérieusement et offrit de lui montrer la bouteille. Bien entendu, il n'insista pas, mais cela paraît bien vieux à avaler, ne trouvez-vous pas ? Tiens, nous voilà chez moi. Voulez-vous entrer ? Soit, entrons. Il y a longtemps que je n'ai vu le cabinet de curiosité. C'était un appartement richement mais bizarrement meublé, où tout, chaises, bibliothèque, tables, tapis, vases, ornements, semblait chacun une chose à part, gardant une individualité. « Rien acheté de nouveau ces temps-ci » demanda Villiers au bout d'un moment. « Non, je ne crois pas. Vous aviez vu ces potiches bizarres, n'est-ce pas ? Il me le semblait. Je ne pense pas avoir acquis rien pendant ces dernières semaines. » Austin regardait à travers la chambre, de buffet en buffet, de rayon en rayon, cherchant quelque étrangeté. À la fin, ses yeux tombèrent sur un vieux coffre, élégamment et curieusement sculpté, dans un coin sombre de la pièce. « Ah, dit-il, j'oubliais, j'ai quelque chose à vous montrer. » Austin ouvrit le coffre, en tira un épais in-quarto, le posa sur la table et reprit son cigare. « Avez-vous connu Arthur Mayrick, le peintre, Villiers ?»« Un peu, je l'ai rencontré 2 ou 3 fois chez un de mes amis. Qu'est-il devenu ? Je n'ai pas entendu son nom depuis pas mal de temps. Il est mort. »« Mort ? Tout jeune, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, 30 ans. »« De quoi est-il mort ? » ?»« Je ne sais pas. C'était un de mes bons amis et un bon garçon. Il avait l'habitude de venir ici et de causer pendant des heures, et c'était un des plus agréables causeurs que j'ai rencontrés. Il pouvait même causer peinture, et c'est plus qu'on en peut dire de beaucoup de ses confrères. Il y a 18 mois environ, il se sentait plutôt surmené. Un peu sur mes conseils, il partit pour une espèce de voyage en zigzag, sans fin ni but bien défini. Je crois que New York devait être sa première escale, mais je n'ai plus entendu parler de lui, sauf qu'il y a 3 mois, j'ai reçu ce livre de lui avec une lettre très polie d'un docteur anglais qui pratique à Buenos Aires. Il me disait avoir soigné feu M. Mayrick pendant sa maladie, et que le défunt avait exprimé un profond désir qu'un certain paquet cacheté me fût envoyé après sa mort. C'était tout. Et vous n'avez pas écrit pour avoir d'autres détails ? J'ai pensé à le faire.
Vous me conseilleriez d'écrire à ce docteur? Certainement. Et le livre? Il était sous cachet quand je le reçus. Je ne pense pas que le docteur l'ait vu. Est-ce quelque chose de très rare? Meyrick était collectionneur, peut-être. Non, je ne pense pas qu'il fût collectionneur. À propos, que pensez-vous de ces potiches? Elles sont singulières, mais je les aime. Est-ce que vous n'allez pas me montrer le legs de ce pauvre Meyrick? Si, sûrement. Le fait est que c'est quelque chose d'assez particulier, et je ne l'ai montré à personne. Je n'en parlerai pas à votre place. Le voici. Villiers prit le volume et l'ouvrit au hasard. Mais ce n'est pas un livre imprimé, dit-il. Non, c'est une collection de dessins en blanc et noir de mon pauvre Meyrick. Villiers alla à la première page. Elle était blanche. La seconde portait la brève inscription suivante. Silet per diem universus, nec sine aurore secretus est. Lucet nocturnis ignibus, chorus egipanum undique personatur. Audiuntur et cantus tibarium, et tinnitus cumbalorum per oram maritimam. Ce qui signifiait: ces lieux qu'habite une horreur secrète demeurent muets pendant le jour. Mais la nuit y éclate de mille feux. Partout s'assemble le chœur des éguipans. C'est alors qu'on entend sur les rivages de la mer le son des flûtes et le retentissement des cymbales. À la troisième page, il y avait un dessin qui fit tressauter Villiers vers Austin. Celui-ci regardait distraitement par la fenêtre. Villiers se remit à tourner page après page, absorbé en dépit de lui-même par l'effrayante Walpurgisnacht du mal étrange et monstrueux que l'artiste défunt avait déroulé de son rude crayon. Les figures des faunes, des satyres et des éguipans s'animaient sous ses yeux. L'obscurité du hallier, la danse au sommet des montagnes, les scènes sur les grèves solitaires, dans les vignobles verts, parmi les rochers et les déserts, il les voyait devant lui, un monde qui faisait reculer l'âme humaine. Villiers ne fit que feuilleter les dernières pages. Il en avait assez vu, mais la dernière image frappa ses yeux comme il allait fermer le livre. Austin? Eh bien, qu'y a-t-il? Savez-vous qui est cela? C'était une figure de femme, seule sur la page blanche. Si je sais qui c'est, non, sans aucun doute. Je le sais, moi. Qui est-ce? C'est Madame Herbert. Vous êtes sûr? J'en suis parfaitement sûr. Pauvre Meyrick, c'est un chapitre de plus qu'il faut ajouter à cette histoire. Mais les dessins, qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont effrayants. Remettez le volume sous clé, Austin, je vous en prie. Et si j'étais de vous, je le jetterais au feu. Ce doit être un terrible compagnon, même à travers un coffre. Oui, ce sont de singulières images. Mais je me demande quel lien pouvait bien attacher Meyrick à Madame Herbert, et quel rapport il y a entre elle et les pages de cet album. Ah, qui pourrait le dire? Il est possible que l'histoire finisse ici, ou que nous n'en sachions pas la suite. Mais à mon avis, cette Hélène Vaughan, ou Madame Herbert, n'en est qu'à ses débuts. Elle reviendra à Londres, Austin, soyez-en sûrs, elle y reviendra. Et nous en entendrons davantage sur son compte. Je ne pense pas que ce soit de joyeuses nouvelles.